Cet épisode est une présentation de Chef Maison. Chef Maison, le meilleur traiteur, ça arrive sud de Montréal. Peu importe ta situation familiale ou ton besoin, ben Roger, le propriétaire, a un format pour toi. T'en veux-tu des choix? Familial 5 jours, monoparental 5 jours, individuel 5 jours, format grande famille. Familial, 2 jours. Monoparental, 2 jours. Individuel, 2 jours. Grande famille, 2 jours. Puis là, je t'ai même pas parlé des forfaits lunch à part de ça. T'as juste à appeler au 438-872-9500. Puis mon ami Roger Yengang va se faire un plaisir de bien te servir. Parce qu'oublie pas, ça tu le sais, Chef Maison, la solution. Hey! Bienvenue dans la jasette du barbu, épisode 356 and still going. Bienvenue dans ce mardi frisquet pour un début de mois d'août. Il fait présentement 15 degrés à l'extérieur de nos studios. Oui, le ciel est gris, c'est ombrageux, il pleut un peu, il mouillasse. En fait, il mouillasse, puis cet après-midi, il est supposé de faire 25 avec du soleil. On verra bien. Mais là, la chose la plus importante, ben tu me vois venir, tu me connais, tu le sais. La chose la plus importante, as-tu fait ton lit ce matin? Parce que tu le sais, faire son lit, c'est la première réussite de sa journée, c'est une micro-réussite. Oui, évidemment, tu n'as pas été sur la planète Mars, tu n'as pas fait une opération à cœur ouvert, mais le premier geste de ta journée est une réussite. Tu as fait ton lit, comme David Goggin, Navy SEAL, de son état. Tu as fait ton lit comme le podcaster, animateur, comédien, Joe Rogan. Tu as fait ton lit comme l'ancien champion du monde de boxe et docteur. Et maintenant, maire de Kiev, Vitaly Klitschko. Tu as fait ton lit comme le meilleur agent immobilier dans l'Est du Québec, du Canada, Jean-Yves Lavoie de Angel & Voltaire. Tu as fait ton lit comme Simon Chartrand, 25 ans à travailler chez Cascade, un métronome, mesdames et messieurs. Tu as fait ton lit pareil comme le barbu de ville. Oui, mon lit n'a pas été fait au carré ce matin, je m'en excuse, mais mon lit a été fait quand même. Ce fut la première réussite de ma journée. On va commencer tout de suite avec le premier sujet de cette jasette 356, et c'est le UFC de samedi passé. Ça fait longtemps que je t'ai pas parlé du UFC. Je vais te parler de 2 combats. Donc, samedi, il y avait un UFC au centre Apex à Las Vegas, dans le Nevada. La finale était Santos versus Jamal Hill. Je vais te parler de la finale. Et je vais commencer par la demi-finale. Vincent Luque affrontait Jeff Neal dans les 170 livres. Combat très intéressant. Finalement, Jeff Neal a remporté par TKO. Par KO, excuse-moi. Non, par TKO. C'est ça, je me mélangeais avec un autre combat que j'ai vu au cours de la soirée. Mais bref, Neal a remporté. On savait déjà que Jeff Neal avait une bonne force de frappe. Vincent Luque, c'est un bon vieux vétéran. Puis je pense que maintenant, je veux rien enlever à Vincent Luque. Je l'adore. C'est un, comme je viens de dire au préalable, c'est un bon vétéran. Mais je pense qu'il devient une unité de mesure pour les jeunes combattants qui arrivent. Je m'explique. Tu réussis à battre Vincent Luque, ça veut dire que tu es un vrai et que tu vas pouvoir monter les marches vers le championnat. Si tu réussis pas à battre Vincent Luque, ben tu es peut-être un top 15, un top 10, mais tu n'es pas un top 5. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, il devient une unité de mesure. Moi, je pense qu'il y a encore une coupe de combat dans le corps pour Vincent Luque, une coupe de combat pour lui qui pourra être payant dans la mesure
d'affronter des up-and-comers. Je ne sais pas s'il va accepter ça, mais c'était un très bon combat. Un combat rempli d'action à chaque seconde, tant au sol que debout. Donc, pour moi, c'est le genre de combat que j'aime quand le combat va d'un bord puis de l'autre. Puis quand le combat va au sol, tant debout. Pour moi, le MMA, c'est pas juste deux gars qui se tapent sur le nez debout. Il y a aussi le Jiu-Jitsu qui fait partie intégrante du MMA. Pour moi, c'est important d'avoir les deux dans un combat. Voilà. La finale. Ben là, on avait des Milos, des gros bonhommes. Santos, qui est toujours dans les meilleurs au monde, dans les Milos, contre un up-and-comer qui était 10e au monde, Jamal Hill, qui lui vient du Dana White Contender Series. Le fameux Dana White Contender Series, au cours duquel on a découvert Sugar Shane O'Malley et un paquet d'autres. Bref, Hill vient de là. Ce fut tout un combat. Tant qu'à moi, le combat de la soirée. Encore là, un combat qui a eu lieu au sol, tant debout qu'au sol. Les gars se sont donné de grosses patates. À qui mieux, mano to mano, comme on dit, flat foot, les deux pieds bien installés à terre, puis des fois, ça se frappait à qui mieux. On a pu voir que le coach de Santos n'était pas content. Avant le début du 3e round, il a demandé d'amener son adversaire au sol, que c'était ça sa job avec Hill. Il l'a écouté pendant le 3e round, puis il a réussi à le faire maintes et maintes fois. Je sais pas pourquoi, je sais pourquoi, en fait, au 4e round, il s'est fait pogner à échanger coup pour coup, l'orgueil embarque, puis il s'est fait avoir dans ce tourbillon-là, malheureusement pour lui. Parce que je pense que Santos aurait pu gagner s'il aurait poursuivi comme son coach le disait. Bon, c'est facile à dire, là, je le sais, je suis pas dans la cage avec eux, il y a les émotions, les mix emotions qui rentrent là-dedans, je comprends tout ça. Mais si Santos écoutait son coach, puis il l'attaquait pour l'amener au sol maintes et maintes fois, je crois que Santos aurait pu gagner ce combat, mais c'est pas ça qui est arrivé, puis Hill a gagné. Donc Hill devient un prospect à la ceinture de Jiří Procházka, le Tchécoslovaque. J'ai bien hâte de voir ça. Je ne sais pas si Jamal Hill est tout à fait prêt. J'ai vu des faiblesses dans ce combat de sa part au niveau de son sol, évidemment, on le savait déjà, mais ça va être majeur. Quand tu vas être champion, il faut que tu sois bon partout. Il faut que tu sois un 5-2 players, comme on dit. Et ceci étant dit, j'aime beaucoup Jamal Hill, trompe-toi pas. C'est un excellent combattant. C'est un jeune. Il est très, très bon. Il arrive à son pic. Il a 31 ans. Il est dans le meilleur de ce qu'il peut donner. Santos commence à être vieux à 38, mais c'est un excellent combat de Santos. Je pense qu'il y a encore quelques combats dans le corps. Santos, je m'inquiète pas pour lui. Je veux juste regarder, voir. Parfait. Donc, c'était pas mal ce que j'avais à dire sur le UFC de samedi passé. Beau UFC, très, très intéressant. Fait que, encore une fois, bravo à l'organisation qui nous donne toujours des bons combats. Éventuellement, là, je vais vous parler du Bellator et de ce qui se passe aussi dans le Bare Knuckle Fighting Championship. Je vais voir, je vais vous donner des nouvelles aussi, mais vous savez comment ça fonctionne sur mon podcast. C'est pas un podcast de MMA nécessairement, donc j'aime ça vous en parler, comme le hockey. Je donne des nouvelles, mais j'essaye de pas trop étirer la sauce pour que tout le monde soit content en écoutant le podcast. Bon, bref. Hey, grosse nouvelle. As-tu aimé le premier Joker avec Joaquin Phoenix? Moi, j'ai adoré ce film-là. Il était aux Oscars. Pour moi, c'est le film de l'année passée. C'est un grand film rempli de malaise, rempli d'incertitudes, vraiment creepy. J'ai aimé la version qu'on a fait du Joker. Pour moi, le Joker se doit d'être de cette façon. J'ai adoré ça. Très sombre, très glauque. J'ai adoré la texture visuelle du film. Évidemment, le jeu de Joaquin Phoenix qui se mérite un Oscar pour son jeu dans ce film qui était d'une dimension incroyable. Donc, le premier Joker, j'ai adoré. Là, ils vont voir le Joker 2 qui s'intitule, puis j'aime ça, là, Folie à 2, la version française. Joker Folie à 2. Et il va y avoir un personnage que tu as vu dans Suicidal Squad qui s'appelait Harley Quinn, qui est en amour avec le Joker qui était joué par Levito.
Là, évidemment, ça va être joué par Joaquin Phoenix. Le meilleur des Jokers, d'après moi, hands down, sans aucun problème. Là, Harley Quinn va être jouée par Lady Gaga. Imagine-toi donc. Ben oui, Lady Gaga a obtenu le rôle et j'en suis bien content. Je pense que c'est une bonne idée. Bon, on l'a vu dans son dernier film. Bonne actrice qui sait jouer. Là, elle va jouer la folie. Je pense qu'elle va pouvoir le jouer très bien. Folie à deux. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là, le Joker, ben nécessairement, va tomber en amour avec Harley Quinn, clairement. Et j'ai hâte de voir les dommages que ça va faire. J'ai hâte de voir l'empreinte que Harley Quinn, dans cette version, aura sur le Joker. Moi, ça m'intéresse bien, bien gros. J'aime ça, cette idée-là de pour les comédiens, pour la réalisation, pour l'écriture aussi, de jouer avec la folie. Il y a quelque chose là d'organique. Il y a quelque chose là de pur. Oui, absolument. Pour moi, il y a quelque chose là de pur. Il y a quelque chose là d'intéressant à aller gratter au niveau de la folie. Oui, la folie, souvent, vous savez, côtoie le génie. C'est ce qui est intéressant aussi. J'ai bien hâte de voir ce que le réalisateur va en faire. J'ai hâte de voir comment ils vont intégrer Harley Quinn au Joker. J'ai hâte de voir. En tout cas, j'attends beaucoup ce film-là. Il va sortir, imagine-toi donc, le 6 octobre. J'ai bien hâte de voir ça. Bien, bien excité. C'est rare que maintenant je suis excité pour la vue d'un film. Le dernier film qui m'a fait ça, c'est Elvis the Movie, le dernier avec Tom Hanks qui faisait le Colonel Parker. J'avais hâte de voir ce film-là. Mais c'est plutôt rare maintenant. Je trouve qu'au cinéma, de ce temps-là, c'est juste des blockbusters. On voit juste des films de Marvel. Puis moi, je vais te le dire, tant Marvel que Star Wars, j'ai fait le tour, je suis tanné. Je comprends les gens qui aiment ça, c'est correct, c'est une façon de faire, c'est même une façon de vivre, c'est Marvel et Star Wars, faut pas toucher à ça. Mais moi, je suis tanné. Puis j'ai fait le tour de toutes ces affaires-là. Puis tu sais, depuis que Disney a acheté ça, on voit qu'ils cachent là-dessus, puis je les comprends, ils font de l'argent avec Disney, puis là, des Boba Fett, puis là, après ça, le Jedi, puis après, ça finit plus, là. Que j'avais beaucoup aimé, moi, le Mandalorian, ça, j'avais bien aimé ça avec le bébé Yoda, puis etc. Ça, peut-être que c'est une nouvelle série, probablement que je le regarderai, là, tu sais. Mais, bref, c'est la seule que je regarderai, en fait. Bref, bien hâte de voir Joker Folie à deux. J'ai pas regardé voir c'était quoi le titre qui en ferait en anglais. Je vais voir. Je sais que la version française, c'est Joker 2. Je vais regarder ça. Je vais aller sur mon Google. Une minute. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça que j'ai fait. Une minute. De Joker 2. On va voir. On dit que ça sort en 2024. Ah ouais. Ça serait pas en 2023. Je viens de voir ça. Attends un instant. Ah, Robert De Niro serait dans le prochain Joker. Et Franz Conroy aussi, qui a joué dans 6 Feet Under, qui faisait la mère. Ok, non, c'est en 2024. Je t'ai dit le 6 octobre, là, mais je me trompe avec un autre film, malheureusement. Ah non, le 4 octobre 2024. Bon, ben on est encore loin, je m'excuse de t'avoir induit en erreur. Attends, je vais aller voir. Tu peux-tu croire quand même le titre en... Plot Unknown, c'est quoi? Le titre en français sera Joker Folie à deux. Peux-tu croire ça? Ah, j'aime ça. J'aime l'idée de tout ça. Fait qu'en tout cas, bien excité par ça, mais c'est pas pour demain matin. Je viens de m'en apercevoir. Ça va être le 4 octobre, sortie officielle, excuse-moi, le 4 octobre 2024. Fait qu'on a 1 an à attendre, mes amis. Mais je te tiendrai au courant des acteurs qui seront rajoutés. Cette semaine, on a rajouté Lady Gaga. Voilà. Qui fera Harley Quinn. C'est une bonne nouvelle. Nouvelle triste.
Ben, tu t'as sûrement vu passer ça. L'actrice qui jouait le rôle principal avec John Travolta dans Grease, Olivia Newton-John, qui a eu une carrière musicale aussi, est décédée à 73 ans d'un cancer du sein. Elle qui combattait le cancer du sein, imagine-toi donc, depuis 1992. Donc, ça faisait très longtemps. Je veux pas dire qu'elle a perdu son combat, c'est pas vrai. Je trouve que c'est pas une bonne façon de parler des gens qui meurent du cancer. Je trouve ça... je sais pas. Je trouve que c'est pas une belle façon. Et ça faisait 30 ans qu'elle se battait contre le cancer. T'imagines-tu? 30 ans, days in, day out, à te battre contre le cancer du sein. Cette femme-là était résiliente. Cette femme-là avait beaucoup de guts très fortes entre les deux oreilles. Il faut que tu sois fort entre les deux oreilles, là, pour vivre pendant 30 ans avec le cancer. Il faut que tu aimes la vie. Il faut que tu aimes vivre. Il faut que tu apprécies la vie pour pouvoir vivre 30 ans avec un cancer. C'est pour ça que je souligne sa mort, parce que je trouve qu'elle a vécu de façon noble, qu'elle a vécu sa maladie brave. Elle a été brave dans la maladie, et c'est une belle leçon pour tout le monde. C'est une belle leçon pour les gens comme nous qui ont 2 bras, 2 jambes, puis qu'on est en santé, puis qu'on se plaint souvent de ci et de ça, de nos petits bobos, puis de nos manques de sommeil, puis la fatigue, puis c'est donc pas drôle, puis c'est pas juste. Mais je pense qu'Olivia Newton-John, c'est une belle leçon pour tout ça. Puis tant mieux, comme ça, sa mort n'aura pas servi à rien. Puis je veux pas dire qu'elle a perdu son combat, parce que non, c'est pas ça qui est arrivé. Elle est arrivée à la fin du combat. C'était la fin du combat. J'aime mieux le dire comme ça. Elle a fait son 12 rounds, elle l'a fait au complet, son 12 rounds. Ou si c'est un combat MMA, elle a fait son 5 rounds, son combat de championnat au complet. J'aime autant dire ça de même. Fait que je souhaite juste une chose maintenant, de reposer en paix. Je pense qu'elle a mérité son repos. J'ai vu une autre nouvelle dans la presse de hier. J'aime ça éplucher la presse. Des locataires, bon, on voit ça toutes les années, là, après les déménagements, des locataires qui saccagent des logis. Mais pourquoi? Puis c'est-tu plate, ça, pour un propriétaire qui a investi de l'argent? Puis après, c'est lui qui ramasse les dégâts, puis souvent, il verra plus, il va remettre l'argent là-dedans, puis c'est pas le gars ou la fille qui a saccagé le logis qui va payer, là. Il n'y aura pas un retour là-dessus, là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les propriétaires sont très sévères avec des demandes de location. Ben, c'est pour ça qu'il faut que tu remplisses 1001 papiers. C'est pour ça qu'il faut que tu aies des preuves de crédit. C'est à cause de ces gens-là. C'est plate, mais c'est comme ça. On est rendu là. Puis je comprends les gens qui veulent faire attention. C'est ta propriété. C'est toi qui investis de l'argent. Oui, c'est un investissement, l'immobilier. Mais là, une fois que c'est saccagé, c'est plus de l'investissement. Tu n'as pas un retour sur ton investissement. Là, tu es obligé d'investir dans le vide. Parce qu'il y a un clown, il y a une épaisse en quelque part qui, elle, a décidé, ou lui a décidé, que ça lui tentait de faire du saccage. Mais pourquoi? Là, clairement, si tu fais ça, ça va pas bien dans ta vie. Ça va pas bien entre tes 2 oreilles. Parce que là, tu as besoin de saccager pour te sentir bien. C'est ça? Ben, c'est ça. Pour moi, quand je vois ça, les saccages dans les logis, je me dis que... Tu te souviens, des années 90, on a décidé de... À l'époque, on a décidé de... Il n'y avait plus de place pour les gens qui avaient des problèmes mentaux. On a décidé de les envoyer dans la rue, de les laisser vivre via d'autres programmes. Mais ça, c'est un échec total. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la rue qui ne devraient pas l'être. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de vivre en société. C'est une triste réalité, mais je pense qu'on ne peut pas, monétairement parlant, on ne peut pas s'occuper de tout le monde. C'est pas vrai. C'est très difficile. Mais je pense qu'on a là, avec le saccage de logis, de gens qui... Pas nécessairement des gens... Tu sais, on dit de la mauvaise graine, là, tu sais, c'est une mauvaise personne. C'est pas nécessairement ça. C'est des gens qui ont des problèmes. Clairement. Pour moi, c'est clair, net et précis. Je peux me tromper, mais je pense pas que c'est juste dans un but de démolir. Je pense pas que c'est ça. Mais bref, encore une fois, c'est les propriétaires qui vont payer. Puis après, on va les blâmer de pas vouloir louer à tout le monde. Tu sais, il y a un poids, 2 mesures, puis il y a 2 côtés de médaille.
Là, on va dire, les maudits propriétaires, les capitalistes. Mais, puisqu'à un moment donné, moi, j'ai été propriétaire déjà. Là, je suis en location, mais j'ai été propriétaire. Puis, j'aurais pas voulu qu'on saccage mon condo, ma maison, mon duplex, etc. C'est juste normal. Puis, c'est sûr que maintenant, ça prend des règlements. Puis, c'est sûr que ça prend des preuves pour louer. C'est comme ça. À cause de ce genre d'événement-là, ben, c'est la bonne vieille affaire qui dit on paye toujours pour ceux qui font du trouble. Ben, c'est exactement ça. On vit en société. Donc, c'est des choses qui arrivent. C'est plate, mais c'est ça. Tu peux aller voir dans la presse d'hier, bon article là-dessus sur les locataires qui saccagent les logis avec des images à couper le souffle. On dirait des cours à scrap. C'est incroyable. Dernier sujet de la journée. Hey, j'ai-tu fait du clickbait aujourd'hui? Je regarde. M'a peut-être annoncé Harley Quinn. Ouais, m'a peut-être faire ça. Je me parle en même temps pendant que je te parle. Dernier sujet. Étais-tu surpris? Démission majeure au sein de l'organigramme de Hockey Canada. Ben là, tu sais c'est pourquoi. C'est à la suite aux allégations de l'histoire du viol qui aurait impliqué plusieurs jeunes joueurs de l'équipe canadienne. Ça a fait un scandale. Il y a eu de l'argent qui a été donné par la suite. C'est une triste histoire. Puis là, il y a un dirigeant majeur de l'organigramme qui a donné sa démission. Attends une minute, je vais aller te chercher son nom. Mais ça, OK Canada, scandale. Ça n'a pas fini de faire jaser. Puis c'est tant mieux. Parce qu'on est rendu à l'époque du MeToo, puis c'est une bonne chose qu'on en parle, puis parlons-en le plus qu'on peut. Je veux dire, il faut pas que ça... Attends une minute, là, j'arrête pas de gosser sur Google, puis je me tape ses nerfs moi-même. Bon, en passant, j'aimerais ça saluer John, ce bon vieux vétéran de la guerre, qui écoute mon podcast. Merci John, t'es bien gentil. Bon, attends une minute. Là, j'ai-tu ça en quelque part? Attends une minute. Andrea Skinner, qui est une femme, a été nommée présidente intérimaire du conseil d'administration de Hockey Canada. Ben, on va mettre des femmes là-dedans. Elle prend donc la relève de Michael Brindamour, dont la démission a été annoncée samedi matin. Bon, la nomination d'Andrea Skinner a été recommandée par les 13 associations et fédérations provinciales, régionales et territoriales. Skinner se rend pas jusqu'à la fin du mandat actuel du conseil d'administration en novembre. Avocate à Toronto, elle avait été élue pour une première fois au sein du conseil d'administration en novembre 2020. Ben ça, c'est une bonne chose. Puis là, on voit Hockey Canada veut faire bonne figure en mettant une femme en place. On n'est pas fou, là. On le sait que c'est un geste politique, c'est du lobbying, là. Fermez-vous pas les yeux, là. Soyez pas cave, là. C'est du lobbying, cette histoire-là. Ben, tant mieux. Puis le MeToo fait son chemin. Puis tant mieux pour ceux qui dénoncent. Puis bravo à ces jeunes filles-là qui ont décidé d'aller de l'avant. J'espère qu'il y a des têtes qui vont tomber au-delà des administrateurs de l'organigramme. J'espère qu'il y a des têtes qui vont tomber dans les joueurs. J'espère qu'ils vont être pointés du doigt, qu'ils vont être nommés, même si c'est des... Je nomme pas de nom. On a tout entendu parler de nom, mais il n'y a personne qui a été accusé, fait que je ne ferai pas ça. Mais par contre, j'espère que ces noms-là vont être dits, j'espère qu'ils vont être pointés du doigt. C'est très important. Peu importe ta carrière, peu importe ta popularité, je m'en contre-crisse. C'est important que ces gens-là soient trouvés et dénoncés. Je veux dire, on ne peut pas juste donner de l'argent aux victimes puis que ça finisse là. Qu'on donne de l'argent aux victimes, ben tant mieux. Mais l'argent réglera pas tout. C'est pas vrai. Donc, je souhaite que ces joueurs-là soient trouvés, pointés du doigt, puis qu'on les dénonce, en fait. Là, c'est un premier geste avec Michael Brindamour qui décide de donner sa démission. Il va l'expliquer de toutes sortes de façons. Il va y avoir des boîtes de com qui vont expliquer son départ de la belle façon. Mais tout le monde sait qu'il a donné sa démission à cause du scandale. Qu'on n'essaye pas de nous faire accraire d'autres choses. C'est pas parce que le gars voulait faire d'autres choses puis aller vers d'autres défis. Faut pas être cave. À un moment donné, je le sais qu'on a de l'air d'avoir des poignées dans le dos, mais c'est pas ça l'histoire. Bref, j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer avec Hockey Canada. On va continuer à suivre le dossier. On va continuer à vous en parler une fois de temps en temps. Quand il y a des nouvelles, il y a des choses nouvelles qui vont apparaître. Parce qu'à chaque jour, il y a quelque chose sur le dossier. Pas toujours
intéressant, pas toujours important, mais quand il va y avoir des choses importantes, on va en jaser, puis je te donnerai mon opinion à travers ça. Bref, c'était pas mal ta jasette du barbu, épisode 356. Sur ce, malgré le mauvais temps, je te souhaite le plus beau mardi de ta vie. Saint-Jérôme Harley-Davidson. Pour voyager, pour s'habiller, pour partir sur un nowhere, pour rouler en toute liberté. Ta route commence chez Saint-Jérôme Harley-Davidson.